Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Je vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio si vous arrivez et installez-vous, c'est le rendez-vous du mystère, du paranormal avec le professeur Yves Lignon. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. On va s'intéresser ce dimanche en vous remerciant d'être très nombreux à chaque fois à nous écouter, à jouer notamment avec nous, comme c'était le cas le week-end dernier. On va évoquer aujourd'hui le sujet, vaste sujet, étonnant sujet du triangle des Bermudes. Yves, c'est l'un des grands classiques qui lui aussi a beaucoup de succès généralement. Ouh là là Frédéric, c'est plus qu'un grand classique, c'est un mystère contemporain. Dans les milieux de la navigation, vous savez, ces cargos qui courent les mers en transportant des cargaisons plus ou moins licites, qui déchargent du charbon pour emporter du blé, etc. On l'appelle le triangle du diable, le triangle de la mort. Oh là là, c'est fou ça. Alors, il s'agit d'une zone géographique dans l'océan Atlantique. Alors, si on prend une carte, c'est très facile à repérer. Et effectivement, c'est bien une zone qui a une forme triangulaire. C'est dans l'Atlantique Nord. Dans l'Atlantique, donc au nord, l'archipel des Bermudes. À l'ouest, Miami. Et à l'est, on va dire Porto Rico, Haïti, Saint-Domingue, à peu près ces îles-là qui sont très proches les unes des autres. Bon, ça fait un triangle. Et à l'intérieur de ce triangle, il se passe de drôles de choses. Et des choses sinistres. Et depuis quand d'ailleurs ça remonte à quelle époque ? Les premiers témoignages datent de la fin du XVIIIe siècle. Je vais vous en donner un ou deux. C'est-à-dire que le premier bateau qui a disparu, puisque nous parlons de bateau, c'était en 1780. Mais par exemple, en 1854, un bateau avec 450 passagers a disparu. Non, mais quand on dit disparu, ça ne veut pas dire qu'il a coulé, qu'on a retrouvé des épaves. On n'a rien retrouvé du tout. Non, ça veut dire qu'il était là et qu'il n'est plus là. Bon. Oui. Ah oui, ce sont des phénomènes de disparition, de dématérialisation, si vous voulez, jeune audacieux, mais disparition à la lettre, c'est le mot. Il ne s'agit pas de jouer avec les mots, c'est bien le cas de le dire. Or, curieusement, si vous allez auprès des compagnies d'assurance et vous leur dites alors, ce triangle des Bermudes, dites donc qu'il s'y passe des choses, les compagnies d'assurance vous répondent avec chiffres à l'appui, mais non, vous plaisantez, il n'y a pas plus de disparition qu'ailleurs sur la planète. Ah ouais. C'est vrai. Étonnant ça. Ouais. C'est vrai. Sauf que les compagnies d'assurance ne tiennent pas compte de deux choses. D'une part, des bateaux de plaisance, et d'autre part, des avions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais avant tout vous raconter des histoires de disparition d'avions au-dessus du triangle. Donc, les compagnies d'assurance ne tiennent pas compte des bateaux, des gens qui naviguent pour leur plaisir. Elles ne tiennent pas compte des avions. Mais elles oublient surtout une chose, c'est que s'il n'y a pas plus de disparitions qu'ailleurs, là, dans le triangle des Bermudes, les disparitions sont des disparitions sans cause. Toutes les enquêtes finissent par, on boucle le dossier et on n'a pas d'explication. Oui, parce qu'il n'y a pas de collision non, pour ce qui est des bateaux. Il faisait beau. La mer était belle, tout allait bien, le bateau était là, tiens, il n'y est plus. Bon, alors, nous le prenons à la rigolade, mais quand il s'agit par exemple des 290 cadets, vous savez, ces apprentis officiers d'un navire-école anglais en 1880, imaginez ce que ça représente, 290 jeunes gens qui doivent devenir de brillants officiers de Sa Majesté. Leur bateau part il était basé aux Bermudes justement, il s'appelait l'Atalanta, il part pour faire un exercice, paf, il ne revient plus. Évidemment, de suite, on déclenche les recherches, on ne trouve rien. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que, bien que la période soit assez ancienne, est-ce qu'il y avait des moyens d'enquête pour savoir ce qu'ils étaient devenus ? C'est encore quelque chose qu'on peut objecter, Frédéric, vous avez raison. C'est qu'à cette époque-là, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour cela que ce matin, j'ai choisi uniquement des cas d'avion et des cas d'avion contemporains, c'est-à-dire postérieure à la Seconde Guerre mondiale.
Et vous allez voir que, encore une fois, quand on parle de disparition, j'ai l'air d'y insister, mais le mot n'est vraiment pas trop fort. Parce que certains ont disparu comme à l'issue d'un tour d'illusionniste, en particulier un bimoteur. Bon, je vous raconterai ça tout à l'heure. Mais bien volontiers, ouais. Il s'agit vraiment de disparitions mystérieuses, c'est-à-dire inexpliquées. Les mystères du triangle des Bermudes sur Sud Radio ce matin. À tout de suite, Yves. Sud Radio, les clés du mystère. Le mystère du triangle des Bermudes, c'est le sujet de notre émission ce dimanche sur Sud Radio avec Yves Lignon. Les Bermudes, tout le monde en short aujourd'hui, ou en Bermuda, puisque effectivement, en tant que possession britannique, le nom de l'île en question, de l'archipel en tout cas, venait de l'accoutrement des militaires britanniques qui s'y trouvaient, et qui, parce qu'il fait chaud évidemment, étaient en petite culotte, si l'on peut dire. Alors, on va, comme vous le disiez Yves Lignon, évoquer les mystères à travers des cas d'avion. On va se contenter des cas d'avion, parce que ces cas ne sont pas recensés par les assurances, ce qui permet aux assurances de dire « dormez, bonnes gens ». Et le premier cas, par contre, est très très documenté, puisqu'on a un rapport d'enquête qui fait plus de 500 pages. C'est une histoire qui commence le 5 décembre 1945, en début d'après-midi, à la base de la marine américaine, enfin de l'aéronavale américaine à Fort Lauderdale en Floride. Et il y a là 5 avions qui vont décoller. C'est soi-disant une mission d'entraînement. Mais pour les pilotes, ça n'est même pas un entraînement, c'est de la routine. C'est aller faire un petit tour au-dessus de l'Atlantique pour s'entretenir un peu, parce que ce sont des pilotes très expérimentés. Il y a 5 avions, l'escadrille est commandée par un lieutenant Charles Taylor qui est vraiment un vétéran, et les 4 autres pilotes ont tous 400 heures de vol à leur palmarès. Je vous rappelle que quand nous avons fait l'émission sur Adrienne Bolland, vous vous souvenez, Frédéric, oui, tout à fait. Elle avait traversé les Andes alors qu'elle avait à son actif 40 heures de vol seulement. Ah oui, donc là, vous voyez la des pilotes chevronnés. Ouais. 400, ils sont absolument chevronnés. Bon. Alors ils doivent aller faire un tour, et c'est vraiment... on décolle, on a un certain point qui nous a été indiqué par l'état-major. Écoutez les gars, vous allez jusque-là et vous rentrez, ça aura fait tourner les moteurs. Là où ils doivent aller manœuvrer un peu, la météo est pas très bonne, mais surtout pas très mauvaise. Il y a des nuages à partir de 750 mètres. Il y a de temps en temps des averses. Mais à l'œil nu, vous savez que quand on vole, on voit très loin. La vision à l'œil nu porte à 10 km. Donc on ne peut pas dire que ce soit le poteau noir. Oui. Et voilà nos pilotes qui s'envolent. Et brusquement, à 4 heures de l'après-midi, donc il y a 2 heures qui sont là, en train de tourner, à 4 heures de l'après-midi, il y a un message du lieutenant Taylor qui arrive à la base, qui dit « Nous ne savons plus où nous sommes ». Ah, ils sont perdus. Nous sommes perdus. Alors qu'ils ont des instruments qui doivent les guider. Nous sommes perdus. Nous ne savons pas dans quelle direction se trouve la Floride, d'où ils sont partis, où ils doivent rentrer vers 18h. Le vol était prévu pour durer 4 heures, et il y avait 2 heures de rabio en essence, si vous voulez. Ils pouvaient voler jusqu'à 20h. Et donc, à la base, on entend dire ça brusquement, nous sommes perdus. Les autres pilotes interviennent pour dire oui, les instruments sont déréglés. Les aiguilles s'affolent. Les aiguilles s'affolent, il n'y a aucune raison pour que les aiguilles s'affolent. Les instruments, c'est de la mécanique. Les aiguilles s'affolent. À la base, en Floride, on entend les pilotes qui disent des choses bizarres, du genre le ciel est plombé, du genre je ne distingue plus la ligne d'horizon, la séparation entre le ciel et la mer. On est paumé. Ouais. Est-ce que d'un point de vue de la météo, c'était concordant ? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une perturbation ou... Non, tout se passait bien. Et donc, en plus, quand on voit le rapport d'enquête qui a été publié par la suite par l'aéronavale américaine, on considérait que c'était des conditions normales pour ce genre de vol, et c'est pour ça qu'on l'avait programmé. Oui, bien sûr. Bon, et puis, brusquement, à partir de 19h, plus de nouvelles. Plus rien, plus de communication radio.
Alors évidemment, on attend. Et à 20h, on se dit, là, de toute façon, ils n'ont plus de carburant. Hein. Ils avaient 2 heures de carburant en plus, ils n'en ont plus. Donc ils sont dans l'eau, ils ont dû se poser dans l'eau comme ils ont pu. Et on déclenche une enquête. Alors, à l'époque, il n'y avait jamais eu d'enquête aussi énorme en matière de disparition d'avions. De gros moyens avaient été déployés. Oui, de très gros moyens. Ça dure 10 jours, l'enquête. Le rapport officiel fait plus de 500 pages. Ah oui, quand même. Et ce qui est très curieux, Frédéric, c'est qu'il y a 2 versions de ce rapport. La première version, qui date d'avril 1946, dit « Les pilotes ont commis des erreurs ». Mais là, personne n'y croit. Ils étaient trop expérimentés. Et donc, une nouvelle version du rapport d'enquête sort en 1947, au mois d'octobre. Et là, l'aéronavale américaine reconnaît les avions ont disparu pour des causes et des raisons inconnues. Et on ne sait pas pourquoi ces avions ont disparu. Et dans le cadre de l'enquête, on n'a évidemment pas retrouvé l'épave. Mais non, on n'a pas retrouvé sur le moment. Mais alors, ceci dit, ça s'est passé en 1945, donc il y a plus de 60 ans. Et, nous l'évoquions tout à l'heure, les moyens techniques ont beaucoup évolué. Donc il y a des gens qui, depuis, en utilisant les moyens modernes, ont cherché ces épaves. Parce qu'on sait à peu près dans quelle zone ils avaient disparu. Puisqu'on a les dernières communications radio, quand les pilotes commencent à s'affoler, quand ils disent « on ne sait plus où on est, où se trouve la Floride ». C'est presque un cri « nous voulons rentrer ». Bien sûr. Et donc on connaît cette zone qu'on pouvait peut-être explorer grossièrement en 1945, dans les jours qui ont suivi la disparition. On a pu l'explorer en profondeur depuis. Et en 1991, on a dit ça y est, on les a retrouvés. Attendez, ce qui n'avançait pas à grand-chose, puisqu'on ne savait pas pourquoi ils avaient disparu. On a dit ça y est, on les a retrouvés. Il y a des gens qui ont plongé, et là, on s'est aperçu que ça n'était pas la bonne immatriculation. Ah, c'était une autre épave. C'était une autre épave. Mais alors, ce sera sur ça que je vais m'arrêter avec cette affaire. Cette autre épave, elle venait d'où ? Parce que d'autres disparitions d'avions de ce type, est-ce qu'il y en a eu de signalés ? Non. Donc c'est vraiment un mystère complet, la disparition de cette patrouille aérienne. Et j'ajouterai que je commence par cette histoire-là, parce que c'est peut-être le plus petit des mystères. On continue à écouter votre récit et vos histoires avec un autre événement. C'était quelques années plus tard, en 1948. On en prendra connaissance sur Sud Radio dans quelques instants à peine. Yves, à tout de suite. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Spécial Triangle des Bermudes dans les clés du mystère aujourd'hui sur Sud Radio. Frédéric Jarraud, Yves Lignon. Une autre histoire. Nous sommes toujours dans la même zone géographique. Nous sommes au large des États-Unis, pas très loin d'Haïti, on le disait tout à l'heure. Et nous sommes, Yves, cette fois-ci en 1948. Oui, alors nous allons passer du militaire au civil. Cette fois-ci, c'est un avion de transport, une ligne régulière. C'est la ligne Londres-La Havane. À l'époque, évidemment, les avions n'étaient pas aussi grands que maintenant. Il n'y avait pas 300 passagers. Il y en avait plutôt une trentaine, une cinquantaine. Dans cet avion, il y a 29 passagers. Mais encore une fois, c'est une ligne régulière. Et plusieurs fois par semaine, il y a un quadrimoteur. Si vous voulez que je vous dise tout, il est du modèle Tudor 4 qui fait le trajet Londres-La Havane et retour. C'est banal, quoi. C'est presque comme un TER ou est-ce qu'il arrive à l'heure comme les TER? Voilà, à peu près. Et donc, il fait le voyage. Et alors, à l'époque, on ne sautait pas l'Atlantique d'un seul coup. Donc, il fait une escale aux Açores. Tout va très bien. Puis, il reprend son vol pour arriver aux Bermudes. Là, il doit se poser aux Bermudes. Et il doit s'y poser à 17h, heure locale. Et à 15h, toujours heure locale, le commandant envoie un message radio.
tout va bien. Nous serons à l'heure, avec peut-être un peu de retard, parce qu'il y a de légers vents contraires. Mais ça, en matière d'aviation, on est habitué. On est habitué. Donc, on l'attend, et puis le commandant dit, je vous rappelle plus d'ici 17h, vous me verrez arriver. Quoi. Évidemment, à 17h, on ne le voit pas arriver. Et puis qu'est-ce qui s'est passé alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si je vous posais la question, vous n'y répondriez pas plus que moi. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la mesure où on a bien pointé le dernier message, la zone de recherche, là, elle était beaucoup plus limitée que pour les avions militaires de tout à l'heure. Et qu'on n'a rien trouvé. D'autre part, il n'y a pas eu de message de détresse. Si c'était un accident, si c'était nous sommes en train de tomber. Souvenez-vous que Mermoz, 12 ans auparavant, alors que les techniques étaient beaucoup moins évoluées, avait réussi à envoyer un message de détresse au moment où il est tué, où il est mort. Oui, tout à fait. Au moment où l'avion de Mermoz est tombé dans la mer, il y a un message radio qui est parti, coupons moteur arrière droit. Et bien là, 12 ans après, alors qu'il ne s'agit pas d'un avion, on pourrait dire expérimental, comme celui de Mermoz, il s'agit encore une fois d'un avion qui fait le train-train, qui prend ses passagers, qui les pose, qui reprend des passagers et qui fait le trajet retour. Ben, il y a un message, tout va très bien, on arrive, et puis il n'y a plus rien. Donc, s'il y a eu une catastrophe, moi, je ne sais pas, mettons une explosion, mais ça s'est produit de toute façon, une brutalité extrême. Et en plus, s'il y avait eu explosion, effectivement, il y aurait des débris. D'autant plus que là, il ne s'agissait pas de fouiller tout l'océan. Il s'agissait de dire, on a eu tel message à tel endroit, l'avion vole à telle allure, donc dans telle direction, donc voilà où nous devons chercher. Et donc là, aucune épave, rien. Aucune épave, rien. Et là, il y a aussi un rapport d'enquête, comme il y en a un en ce moment, vous savez, pour le vol Rio-Paris. Ouais. Le rapport d'enquête termine par cette phrase, je ne vais pas vous la lire en anglais, mais le destin du Star Tiger, c'était le nom de l'avion, du Tudor 4, restera à jamais un mystère non élucidé. Voilà. Et dans un instant encore plus fort, peut-être, je vous fais confiance pour ça. Oui, parce que là, nous allons parler de la plus grosse disparition. En ce sens, l'avion de plus grande dimension. Et celui-là, vous voyez, jusqu'à présent, j'ai voulu une gradation. Bon, les avions disparaissent, mais on ne les voit pas disparaître. Simplement, brusquement, à un moment donné, il n'y a plus de message radio, on ne sait plus où ils sont. Tandis que là, dans les cas dont nous allons parler bientôt, il va y avoir des témoins qui diront « de mes yeux, je l'ai vu », ou plutôt « j'ai cessé de le voir ». Les clés du mystère avec Yves Lignon, dans un instant, la suite sur Sud Radio. 11h, midi, les clés du mystère sur Sud Radio. Et aujourd'hui, nous faisons une plongée dans l'Atlantique Nord, plongée étant bien le mot, a priori, puisque nous parlons du triangle des Bermudes, avec ces disparitions d'avions essentiellement. On verra si tout à l'heure on peut aussi évoquer les bateaux, mais avec vous, Yves Lignon, encore plus fort qu'à l'instant, une histoire qui s'est passée au tout début des années 60. Oui, alors le 14 octobre 1961, et là, il s'agit d'un B-52 militaire. S'il vous plaît... Ce sont des avions qui, d'ailleurs, sont encore utilisés par l'armée américaine. C'est eux qui portent la bombe atomique, au cas où. D'accord, donc ils sont fiables, on peut espérer en tout cas. 8 réacteurs, 48 mètres de long, 56 mètres d'envergure. Ce sont des monstres. Voyez le morceau. Bon, eh bien, ce jour-là, un peu comme en 1945, un exercice de routine. Et ce jour-là, je pense que le triangle a fait sa plus grande victime aérienne, étant donné la taille de l'avion. Donc, il s'agit de l'escadrille Pogo, c'est le nom de l'escadrille, et les avions sont numérotés. Et celui qui nous concerne, qui va disparaître, c'est le Pogo 22. Donc, 6 B-52 sont partis, et là, l'armée américaine, l'armée de l'air, reconnaîtra qu'il s'agissait d'une opération secrète. On va faire un tour en 1961 au-dessus de Cuba, vous savez, où il y a une espèce de barbu qui a fait une révolution, là. Oui, c'était la guerre froide à l'époque, on se surveillait. Il n'y a pas très longtemps. Bon. Et donc,
cette mission secrète, mais l'armée ne l'a pas cachée. Enfin, elle n'a pas dit ce qu'ils allaient faire. Hein. Il a dit que c'était une mission secrète et ils partaient faire des photos. Ils partaient dans cette direction. Et alors qu'ils sont à 450 km au nord-est des Bermudes, eh bien, ils ont l'ordre, sans doute pour des raisons techniques, de s'aligner à l'horizontale, les avions, avec un intervalle de 15 km entre chacun. Les 6 avions sont sur une énorme ligne horizontale, vous voyez, ils couvrent presque 100 km dans l'espace, mais ils sont à 15 km les uns des autres, et ils se voient très très bien. Et justement, le rapport technique dira, on leur a demandé d'adopter ce dispositif en raison de la visibilité. À l'œil nu, on se voit. Alors pourquoi leur a-t-on demandé de prendre cette disposition bizarre? Ça fait partie sans doute du secret de la mission, mais l'US Air Force l'a reconnu. Et donc voilà nos 6 avions tranquilles, ils approchent de la base. La base est en Caroline, c'est à l'ouest, c'est pas très là. Bon, et les 2 avions qui sont les plus au nord, les plus à droite de la ligne, si vous voulez, c'est Pogo 13 et Pogo 22. Et donc, conformément aux instructions données, ils volent bien soigneusement à la même hauteur. Donc, les 2 pilotes, enfin les 2 équipages se voient parfaitement. Et voilà que, dans Pogo 13, on dit, le ciel a beau être magnifique, Pogo 22, là-bas, ils ont une chance, ils vont traverser un nuage. Bon, puis-je vous dire que Pogo 22 est rentré dans le nuage et n'en est pas ressorti. Ouais, j'avais l'intuition que ça s'est passé comme ça. Ouais. Mais quand vous dites nuage, ça ressemblait vraiment à un nuage. Les nuages qu'on voit d'un avion. Hein. Oui, bien sûr. Donc, il est rentré dans un nuage. Les avions rentrent quotidiennement dans les nuages et ils en ressortent. Pas Pogo 22. Ouais. Alors, l'avion, il s'est vraiment là... Enfin, si j'ose me le permettre, pour un B-52, et étant donné ses dimensions, il s'est littéralement volatilisé. Et du coup, il y avait des témoins. Là, il y avait d'abord les 5 autres avions. Enfin, il y avait au moins l'avion voisin, puisque on leur avait demandé de se disposer de manière à se voir les uns les autres pendant qu'ils retournaient vers la base. Là, c'est ceux de l'avion qui était baptisé Pogo 13 qui ont tout vu, si j'ose dire. Ils ont tout vu et ils n'ont rien vu. Pogo 22 a disparu et on ne l'a jamais retrouvé. Et là, de nouveau, pas d'épave, pas de message de détresse. Alors, j'ajouterai simplement un détail, Frédéric. Tout à l'heure, nous parlions de ce quadrimoteur, vous savez, qui avait disparu aussi. Eh bien, Pogo 22, le gros B-52, a disparu pratiquement au même endroit que le quadrimoteur. S'il y a une faille dans l'espace-temps, s'il y a une espèce d'énorme bouche qui s'ouvre pour avaler les avions, parce qu'il y a eu des gens pour avancer ce genre d'hypothèse exotique, c'est à cet endroit que ça se situe. Et on verra d'ailleurs en fin d'émission les différentes hypothèses. Bien entendu, parce que à défaut de retrouver des traces des épaves, il faut bien essayer de se poser des questions. Et dans un instant, une autre disparition que vous allez nous raconter, Yves, peut-être la plus mystérieuse. Nous sommes là à la fin des années 70. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les clés du mystère. Les mystères du triangle des Bermudes, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui avec vous, Yves Lignon. Différentes disparitions d'avions, puisque nous souhaitions nous concentrer sur les disparitions d'avions. Et nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, en 1978, à la fin des années 70, et c'est peut-être la disparition la plus mystérieuse que vous allez nous raconter. Oui, là, c'est la plus spectaculaire. Elle enfonce, si on devait faire un classement, le B-52 dont nous parlions tout à l'heure. Donc, le 3 novembre 1978, alors là, il ne s'agit plus d'un géant de l'air, mais d'un avion d'affaires. Vous savez, ces petits appareils qui transportent une dizaine de personnes, des cadres supérieurs, des ingénieurs, des choses comme ça. Et donc, il y a un de ces avions d'affaires qui tourne comme ça du côté de Porto Rico pour une espèce de taxi de l'air. Et donc, on l'attend dans l'île de Sainte-Croix, près de Porto Rico. Il est parti de l'île du Triangle. Et là, il n'y a vraiment pas de problème. Et en plus, on a les rapports à la minute près. Il est 19h12
et il doit se poser, cet avion. Il doit se poser en même temps qu'un autre avion décolle. Mais ça, c'est pas de nouveau un problème technique. On a l'opérateur radar qui s'appelle William Kittinger. Bon, il est là, sur son radar, il voit les deux avions, celui qui approche et celui qui décolle. Et comme tout doit se dérouler dans un très bref délai, ces deux avions qu'il voit sur son radar, il les voit aussi à travers les vitres de la tour de contrôle. Il voit l'avion qui décolle, là, qui est sur la piste d'atterrissage, en train de rouler, et il voit l'autre, celui qui l'attend, l'avion de taxi. Il le voit très nettement puisqu'il voit son phare d'atterrissage. Bien sûr. Bon, donc il est là, devant le radar. De temps en temps, il jette un coup d'œil par la fenêtre, il voit les deux avions. Tout se passe très très vite, en l'espace de 2 minutes. Et brusquement, sur le radar, l'avion d'affaires n'est plus là. Notre William Kittinger se précipite à la fenêtre. Parce que n'oubliez pas que l'instant précédent, il le voyait arriver, l'avion d'affaires. Il voyait le phare d'atterrissage allumé. Et d'un seul coup, plus rien. Plus rien sur le radar. Il se précipite. Plus rien sur le radar. C'est toujours l'avion qui décolle. Au lieu d'en avoir 2, il n'y en a plus qu'un. Oui, c'est ça, mais celui qui nous intéresse a disparu. Donc, il se précipite à la fenêtre, et ce phare qu'il voyait très bas, à 2 minutes de vol, encore une fois, le phare n'y est plus. Alors là, vraiment, pour cette disparition, ça se passe dans le triangle des Bermudes, mais ça se passe au-dessus d'un aéroport. Donc c'est difficile d'échapper au contrôle. On peut bien parler de disparition par enchantement. Je le disais en commençant, comme par un illusionniste. L'avion a disparu 2 minutes avant de se poser. Et là, il n'y avait pas de nuages dans lequel il serait entré du tout. Il faisait beau d'ailleurs, les Bermudes, c'est une région où il fait très beau, vous le savez, c'est là que nous prendrons notre retraite. Oui, c'est vrai, les deux. Oui. Bon, très bien. Donc nous mettre en Bermuda, vraiment. Il ira à Key West, pas très loin de temps en temps. Voilà, il fait très beau, il y a des tempêtes de temps en temps, bien entendu, c'est l'océan. Mais enfin, c'est pas une région du globe qu'on puisse dire, à propos de laquelle on puisse dire, il y a une sale météo en permanence. Et là, moi, ce qui me frappe dans cette affaire du 3 novembre 1978, c'est que ça s'est passé en 2 minutes. Vous imaginez ce technicien, William Kittinger, c'est la fin de la journée, 19h12, il en a marre. Après ces 2 avions, ça y est, il rentre à la maison. Il allume la télé, il regarde la finale. Bon, et là, donc, il regarde machinalement, un œil sur le radar, l'avion qui décolle, l'autre qui approche. Un œil par la fenêtre, ah oui, l'avion qui décolle, et puis l'autre, je vois son phare. Puis paf, d'un seul coup, 2 minutes, 120 secondes, un des avions qui disparaît. C'est certainement le plus gros mystère du triangle des Bermudes. Mais celui-là, vous savez, à parler franchement, je ne sais pas si on l'éclaircira rapidement. C'est sûr. Alors, dans un instant, on va essayer de comprendre quelles sont les différentes hypothèses, mais de façon globale, on peut dire que il y a une sorte de secret autour de ça. On ne claironne pas sur les toits quand un avion disparaît. Autrement dit, est-ce que dans des années très récentes, plus récentes, il y a d'autres cas de disparition Il y a d'autres cas. Enfin, il y en a pas tous les jours. Vous avez vu là les 4 cas dont je viens de parler s'étalent de 1945 à 1978. Le dernier cas signalé, c'est le 15 février 2004. Ah oui, donc c'est récent. Et c'est un avion qui devait faire un vol durant seulement 1 heure, de nouveau au-dessus de Porto Rico. Donc 1 heure, je veux dire, on le suit presque en bicyclette. Mais lui aussi, il a disparu en 1 heure de vol. Comment expliquer tous ces phénomènes ? La réponse avec vous, en tout cas on l'espère, dans un instant sur Sud Radio. Yves. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec vous, Yves Lignon, dans cette émission Les Clés du Mystère, dans l'Atlantique Nord. D'ailleurs, on vous salue, peut-être certains d'entre vous qui nous écoutez sur Internet, puisqu'il faut le dire, on nous écoute sur l'ensemble de la planète. On a des témoignages, Yves. Oui, dont nous sommes assez fiers. Ouais. Alors, le triangle des Bermudes, donc, les mystères et les histoires que vous nous avez racontées restent assez, évidemment, étonnantes. Quelles sont les hypothèses pour expliquer la disparition de ces avions ?
expliquer en partie. Et pour essayer d'expliquer en partie la disparition des avions, nous allons parler de disparition de bateaux. Parce qu'il y a aussi de nombreux navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Mais bon, comme il paraît qu'on ne peut pas faire durer l'émission jusqu'à 23h ce soir... Non, il y a Christophe Combarieux qui va râler. Voilà, donc je me suis centré sur les avions. Mais il y a des témoignages provenant de marins et de marins qui ont survécu. Alors voici par exemple, en 1966, celui du capitaine Don Henry. Le capitaine Henry, c'est un professionnel du remorquage. Il commande un énorme remorqueur qui fait 50 mètres de long et ce remorqueur tire au bout d'un câble qui fait 200 mètres une barge, une péniche sans moteur qui contient du minerai, qui contient du blé. Bon, c'est son métier. On voit ça aussi sur nos fleuves en France. Vous le savez, à Paris, les remorqueurs qui tirent des barges. Mais là, c'est à l'échelle américaine. Et donc, il fait ça tranquillement. Alors, je précise que le remorqueur, c'est pas une petite barque pour aller taquiner le goujon. Il fait 50 mètres de long. La puissance 2000 chevaux. Vous voyez, c'est pas exactement une voiture pour circuler en ville. La barge, elle fait 2500 tonnes et le câble fait 200 mètres de long. Et donc, notre Don Henry, qui est d'ailleurs assez proche de la retraite, c'est vraiment un vétéran, il a fait ça toute sa vie. Et brusquement, il est là, dans sa cabine, à son poste de commandement. Je lis ce qu'il a écrit. Le gyroscope, qui est un instrument qui sert à se diriger, ne fonctionnait plus. Et écoutez, Frédéric, il faut que je vous fasse cadeau de cette phrase d'un professionnel. Le compas magnétique était parti en brioche. Je n'avais jamais vu ça avant. On n'avait plus rien du tout sur la radio. On avait perdu. Il n'y avait plus de lumière. Et pourtant, les générateurs du bateau chargés de fournir l'éclairage, je les entendais tourner. Et alors, c'est là que le témoignage devient extraordinaire. Je suis sorti sur le pont pour voir si la barge était toujours là. Et, dit le capitaine Don Henry, c'est le ciel qui attira mon attention, comme les pilotes en 1945. L'horizon avait disparu. Impossible de voir où finissait le ciel et où commençait l'eau. Tout ce que je vis, c'était de l'écume. Il n'y avait plus aucune distinction entre le ciel et la mer. Et il n'y avait plus de barge. Et pourtant, le câble de remorquage était là, à l'arrière de mon bateau, et il était tendu. Il n'y avait pas de brume non plus. Avec les marins, on a tourné pendant un moment, on ne savait pas quoi faire. Le temps passait trop vite, le bateau continuait d'avancer, mais sans éclairage. Le moteur, le diesel, lui, tournait. Le câble était tendu, donc la barge était à l'autre bout, mais on ne la voyait plus, et on ne distinguait plus le ciel de la mer. Quelque chose une ambiance laiteuse. Et dit le capitaine de Don Henry, je ne sais pas, ça a duré 7 à 10 minutes. Et puis brusquement, j'ai revu la barge derrière, tout redevenait normal, et je voyais à une distance de 15 km. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça ? Bah oui, parce qu'il y a une transformation en plus du ciel, de l'horizon, c'est assez étonnant, ça. Bien sûr, mais ça commence par les appareils, ça commence par le compas est parti en brioche. Donc il y a un problème de magnétisme. Voilà, il se passera. Non mais attendez, si les appareils comme ça se dérèglent, si les appareils comme cela se dérèglent, c'est un constat, ce n'est pas une explication. Dans le triangle des Bermudes, il se passerait des choses qui font que tous les appareils qui permettent, on va dire, à un avion comme à un bateau de se diriger, se dérégleraient momentanément. Mais alors, ça pourrait expliquer l'accident, mais pas forcément. Parce que voyez ce que nous dit le capitaine Don Henry. Et c'est pour ça que j'ai voulu terminer par une histoire de bateau. Ça a duré 7 à 8 minutes. Et puis tout est devenu normal. Pour l'avion d'affaires tout à l'heure, ça n'a pas duré 7 à 8 minutes, ça a duré 2 minutes.
la disparition. Et on était au-dessus d'un aérodrome, on n'était pas en pleine mer, on était simplement à l'intérieur des limites du triangle maudit. Donc des explications qui peut-être nous rassureraient, nous n'en avons pas vraiment. Tout au plus pouvons-nous dire par endroit les appareils se dérèglent, mais admettre un dérèglement des appareils, ça ne rend pas compte de toutes ces disparitions. Oui, donc, parce que ça ne justifie pas la non-présence d'épaves éventuelles. Bien sûr, il y a tout le reste. Puis encore une fois, dans le cas de l'avion, si les appareils s'étaient déréglés pendant 2 minutes au-dessus d'un aéroport, le pilote qui était expérimenté pouvait se poser quand même. Il n'était pas au grand large. Il voyait la piste, lui aussi, au moment où l'avion a disparu. Donc, il reste vraiment des mystères. Alors, bien entendu, on a avancé les hypothèses les plus exotiques. Du style. Oui, bon, allez, j'en ai une seule pour finir en souriant. Oui. Des enlèvements par des engins extraterrestres, vous savez, comme dans certains James Bond. Alors, imaginez la soucoupe volante qu'il faudrait pour embarquer un B-52. Ça, effectivement, on ne le voit que dans les séquences pré-génériques de James Bond, ou même un bateau qui a disparu en 1918 qui faisait 170 mètres de long. C'est un peu encombrant, ça. Je crois surtout que nos petits amis extraterrestres auraient du mal à faire ça avec discrétion. Or, n'oubliez pas que ce sont des disparitions discrètes. L'avion est là et il n'y est plus. C'est un mystère. Le mystère reste entier. En tout cas, on a pris plaisir aujourd'hui, Yves, à vous écouter, à écouter ces différents récits. Vous qui êtes avec nous, n'hésitez pas à exprimer votre opinion. Aussi, vous allez sur la page Facebook, bien sûr, de l'émission Les Clés du Mystère, et puis sur le site internet de sudradio.fr, où vous pouvez bien sûr réécouter non seulement cette émission, mais toutes les autres des précédentes semaines. On attend vos réactions et on vous remercie d'être avec nous si fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine, Yves Lignon, pour parler d'un autre grand mystère. C'est un grand classique. Plus qu'un classique, je dirais à travers les siècles, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie, Michel de Nostredame, dit Nostradamus. À la semaine prochaine, Yves, merci.